Tout d'abord, bonjour. Et je voudrais, pendant cette conférence, essayer de vous passionner sur tous les problèmes de développement que nous allons aborder aujourd'hui en nous attachant à comparer le raton avec le bébé. Ça paraît bien curieux, ce titre que je vous ai donné, hein. Comprendre le bébé par le raton, ça paraît un peu extravagant. Alors, on va montrer que c'est pas si extravagant que ça. C'est pas si extravagant que ça. Voilà le raton tel que nous l'avons au laboratoire, le jour de sa naissance. Il a les yeux fermés, il n'entend rien et il bouge à peine. Alors, ce que je voudrais étudier aujourd'hui, essayer de vous expliquer, c'est comment on passe d'un embryon qui est dans le ventre de sa mère, qui ne bouge pas, qui est inerte, qui se développe, oui, mais comment il va aller jusqu'à marcher. C'est-à-dire, quels vont être les mouvements, comment vont se mettre en place les mouvements qui vont permettre sa marche. Ça, c'est quand vous regardez un bébé, de la naissance, mais avant la vie embryonnaire, on va parler, jusqu'à à peu près 1 an, quand il commence à marcher de façon d'ailleurs souvent un peu chaotique. Voilà donc mon raton, et voilà un enfant. Oh, ça, naturellement, ça c'est l'enfant Jésus peint par Raphaël, c'est autre chose, ça a une autre allure, c'est vrai. Donc vous allez me dire, comparer le raton avec un enfant, c'est de la gageure, vous pouvez quitter la salle. Eh bien non, j'espère que non. J'espère que non parce que, en fait, on va voir que si ces différences sont extravagantes, on sait très bien depuis presque 2 siècles que quand on regarde le développement, et si on regarde l'ensemble des vertébrés, eh bien, l'homme est totalement intégré dans l'animalité. Et je citerai cette phrase de Serre qui disait, voyez, en 1824, « L'homme ne devient homme qu'après avoir franchi des étapes d'organisation transitoires qu'il assimile d'abord aux poissons, puis aux reptiles, enfin aux oiseaux et aux mammifères. » Ce thème a été repris par Hans Haeckel, un Allemand, qui en 1868 a défini une théorie qui était toute simple, qui considérait que l'ontogénèse, le développement, résumait la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution. Donc, si on prend cela, et quand on regarde, en effet, des embryons au début de leur développement, que ce soit un reptile, un oiseau, un mammifère ou l'homme, regardez la ressemblance. On a le développement du système nerveux avec l'œil, on a ici le développement du cerveau, on a le début des ébauches des membres, c'est la même chose. Donc, on a à la fois une très grande ressemblance et naturellement de très grandes différences. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui diffère? Mais qu'est-ce qui diffère? C'est le système nerveux. La grande différence, et je pense que c'est pour ça que le système nerveux est si passionnant, c'est que le système nerveux, quand on le regarde, quand on voit l'évolution qui part donc ici d'un poisson primitif, la lamproie, quand on passe ici à des poissons plus développés, ce qui va se faire, c'est que peu à peu, cette structure ici, qui est toute petite là, va peu à peu prendre une énorme importance et ici former le cortex cérébral. Et naturellement, quand vous voyez ici tous ces animaux, regardez le raton avec son cerveau peu développé et lisse par rapport au cerveau de l'homme. Je sais très bien que là, nous avons des différences énormes. Mais si on regarde le cerveau, qu'est-ce que c'est? 1,5 kg, oh ça ne veut pas dire grand-chose. Mais surtout, c'est 100 milliards de neurones. Alors là, oui, ça a un sens. Et surtout, encore plus, c'est quand on sait que chacun d'eux va se connecter à un autre 10 000 fois par des synapses. Donc c'est un énorme, disons, système qui permet ainsi une étude, un développement tout à fait exceptionnel. Et là, c'est vrai que notre rat est très différent de disons, que du bébé. Alors, nous allons étudier un peu comment tout cela se met en place, et ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, dans une première partie, on va comparer le développement de l'un et de l'autre, le développement du raton, le développement de l'enfant. Dans une deuxième partie, j'essaierai de vous expliquer quelles sont les premières activités, les premiers mouvements que l'on voit. C'est des mouvements très curieux, tout à fait primitifs, difficiles à définir. Puis nous verrons comment se fait la mise en place de la locomotion. Et après, nous terminerons par toute une étude de la pharmacologie, c'est-à-dire ces substances qui sont essentielles, et là on a fait des progrès récemment, on voit que des substances sont essentielles dans le développement de l'embryon. Et notre conclusion sera de voir quand même ce qui différencie
l'homme du raton et comment, disons, l'activité motrice intelligente se met en place. Donc d'abord, le raton et l'enfant. Comparaison entre leurs développements respectifs et ce que l'on peut dire, c'est que dans les théories qui se font dans le développement, c'est en gros, il y en a de deux types. Premier type de théorie qui est de dire que ce qui est essentiel dans le développement, qu'est-ce qui met en place tout le développement? Eh bien, c'est le code génétique. C'est-à-dire, c'est tous ces gènes que nous avons en nous, ces gènes qui vont permettre de fabriquer nos protéines, qui vont se développer et qui vont permettre la mise en place des structures, qui vont permettre la mise en place de nos différents éléments, qui vont permettre de mettre en place notre intelligence et toutes nos facultés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ces programmes, et comme la théorie est mise par les maturationnistes, qui donc considèrent que ce programme est essentiel en mettant bien en place l'ontogénèse en utilisant le système nerveux. Mais en face de ces théories-là, il y en a d'autres qui insistent plus, je ne dis pas qu'ils nient le code génétique, mais ils insistent beaucoup plus sur une vue que je dirais plus écologique, où ils disent ce qui est important dans le développement, c'est qu'on a un être qui est pour un mammifère, dans le ventre de l'être vivant ou dans le ventre de sa mère, et qui ensuite va avoir à s'adapter au milieu. Eh bien, ce qui est essentiel, c'est cette adaptation au milieu, et c'est la façon dont se met en place, disons, comment s'organise cette mise en place vis-à-vis du milieu, qui naturellement, ce milieu, il n'est pas indifférent, puisqu'il a des contraintes, et ces contraintes sont essentielles. Par exemple, pour nous, la gravité, qui est essentielle. Bon, savoir pour se tenir debout, il va falloir plusieurs mois. Eh bien, comment tout cela se met en place? Donc voilà les deux types de théories qui se sont développées. Parlons d'abord donc du développement de ce code génétique. Eh bien, là, on a été très simpliste, comme toujours, quand on se lance sur quelque chose, quand on a lancé la génétique, on a dit « Oh, ça va tout expliquer, on va tout comprendre, c'est très simple, un gène, un comportement, un gène, des neurones, et on saura tout faire. » Mais c'est pas du tout comme ça. Parce que, par exemple, juste, je vais vous donner un exemple, et je vais utiliser un livre de Pierre Roubertou qui est sorti la fin de l'année dernière, où justement, si on regarde le nombre de gènes et le nombre de cellules nerveuses, eh bien, on voit qu'il n'y a aucune relation. Prenons quelques espèces extrêmement connues. Le premier, c'est le Caenorhabditis elegans, c'est un ver tout ça, mais qui est surtout très bien connu parce qu'il n'a que 302 neurones. On les a tous comptés, on les a tous étudiés. Eh bien, il a 20 000 gènes. Les activités du Caenorhabditis elegans, je ne peux pas vous dire, ça ne va pas soulever les foules. Hein. C'est un ver rond qui se déplace, qui se tortille. Il ne fait pas grand-chose. Par contre, quand on regarde la drosophile, eh bien, elle est très active. Vous savez ce que c'est la drosophile? C'est la mouche du vinaigre. Vous la voyez, si vous laissez traîner une bouteille de vinaigre ouverte, vous allez en voir toujours qui vont se voler autour. 12 000 gènes, moins que le Caenorhabditis. Mais par contre, déjà 200 000 neurones. C'est déjà quand même un animal qui est capable de faire beaucoup de choses. La souris, nous arrivons dans des domaines qui nous sont plus proches. Je ne parle pas du rat parce que là, on n'a pas fait tout le code génétique du rat. 20 paires de chromosomes, 30 000 gènes. On ne sait pas exactement, mais aux alentours. 100 millions de neurones, 100 milliards de synapses. Maintenant, si nous regardons naturellement le macaque et puis l'homme, je dis 35 000, mais là encore, on ne sait pas exactement, c'est aux alentours tout cela. Hein. Mais ici, 10 milliards de neurones, chez nous 100 milliards et 1000 milliards de synapses. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre le nombre de gènes et le nombre de neurones. Donc il faut chercher l'organisation ailleurs. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Et dans le fond, je voudrais quand même, en face de vous, essayer de me justifier. Je voudrais quand même me justifier, c'est-à-dire que vous ne disiez pas que c'est complètement farfelu d'étudier le raton pour comprendre l'homme. Non. Pourquoi? Eh bien, par exemple, parce qu'il y a des synthénies. Qu'est-ce que c'est que des synthénies? C'est-à-dire qu'on va, en étudiant la génétique de la souris, en la comparant avec celle de l'homme, eh bien, on va trouver des parties de chromosomes qui sont exactement identiques de l'un à l'autre. En effet, le chromosome 21 de l'homme est exactement organisé comme le chromosome 16, 17, et un bout du chromosome 10 de la souris. On va trouver les mêmes séries de gènes. Donc, on a la même carte. Donc, ils font les mêmes choses, on peut le supposer. Mais, il faut savoir, et ça fout tout par terre, ce qui fait que c'est pas simple, c'est qu'il y a pléiotropie. Ça veut dire quoi? Qu'un même gène, il peut conduire à des phénotypes variés. Vous savez qu'on oppose
le génotype avec le phénotype. Qu'est-ce que c'est que le génotype? C'est l'ensemble des gènes que nous avons, qui sont des grandes molécules, je ne vais pas insister là-dessus, mais ces gènes permettent le développement d'un certain nombre de structures, d'un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements. Et cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Eh bien donc, le génotype donne le phénotype. Mais ces phénotypes, un même gène va pouvoir conduire à des phénotypes variés. Déjà pas simple. En plus, il y a épistasie, c'est-à-dire que l'expression d'un gène peut être modulée par l'expression d'un autre gène. C'est-à-dire qu'un gène, c'est quoi un gène? C'est une potentialité, mais si le gène d'à côté, par exemple, n'est pas là, il ne se développera pas. Donc, et il ne va faire un certain nombre de choses que si les gènes sont là aussi. Donc, c'est pour ça que quand on regarde ces cartes de gènes, c'est à la fois passionnant et c'est indispensable et il faut en faire l'étude, mais ça n'explique pas, disons, tout ce qui se passe à la sortie. Heureusement, il faut nous laisser du temps pour travailler. Alors, voilà un exemple, celui dont je vous parlais, le chromosome 21 de l'homme, ici vous le voyez. Eh bien, vous avez toute cette série des gènes que vous avez là, STH ici est ici, celui-là il est là, vous avez toute cette série qui se trouve là, elle est là. Donc, entre le gène 21 et le gène 16 de la souris, on a la même série. Là, on a une petite série que vous retrouvez ici, et toute la fin, vous la retrouvez sur le chromosome 10. Donc, il y a bien des bouts de cartes qui sont identiques. D'où vous me permettez de comparer le raton avec l'homme. Voilà ma justification. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer, d'aller un peu plus loin, et d'expliquer justement comment se transmet dans la descendance, comment relier le génotype d'un individu à son phénotype. Alors, si on regarde, on peut dire que sur les 30 000, 35 000 gènes, eh bien pour le cerveau, il y en aurait 6 000. Il y en aurait 6 000, dont à peu près 3 000 pour les systèmes sensoriels et 3 000 pour nos fameux comportements moteurs dont nous allons parler. Mais regardez là encore quelque chose de curieux. Quel est chez nous le système sensoriel le plus important? C'est naturellement la vision. Il n'y a que 300 gènes. L'olfaction, c'est pourtant pas capital. Nous ne sommes pas des grands olfactifs. La souris il est 10 fois plus que nous. 3000, il y en a 1000. Donc voilà les systèmes sensoriels, on est en train de les étudier les uns après les autres, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va voir les comportements moteurs. Et on peut représenter, si vous voulez, si je vous disais, si on fait la sphère ici des gènes, ici la sphère des neurones et là la sphère des comportements, eh bien l'idée de dire qu'un gène commande à quelques neurones qui commandent un comportement, eh bien ça c'est totalement illusoire, c'est extrêmement rare. Et c'est tout à fait l'exception. Ce qui se passe, c'est que les gènes se regroupent entre eux et collaborent entre eux pour donner ici, agir sur un réseau de neurones, lui-même qui est connecté à d'autres réseaux de neurones, et ces réseaux de neurones vont se combiner pour donner un comportement de type A, de type B ou de type C. Donc c'est extrêmement compliqué la façon dont tout ça se met en place. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que la génétique, elle est capitale, mais que pour l'instant, on connaît très mal, disons, le code génétique qui explique les comportements. Ce que l'on peut dire, c'est que quand même, et nous allons revenir à notre souris, ce que l'on peut dire quand même, que si on regarde les comportements, et c'est toujours Pierre Roubertou qui les a étudiés, si on regarde les comportements, on va voir que certains comportements, justement, qui existent à la naissance, sont utilisés par les... Voilà d'ailleurs les 20 chromosomes de la souris. Eh bien, on voit que, par exemple, il a montré que l'enfouissement utilise un gène qui se trouve sur le chromosome 4, il utilise un gène qui se trouve sur le chromosome 7, et il utilise encore un autre gène, je l'ai perdu, mais il est dans la série. Par contre, on voit qu'un même gène ici qui va servir au redressement sert aussi à l'ouverture des yeux. Donc, un même gène peut servir à différentes choses. Mais donc, vous voyez que toute une série de comportements utilisent une série de gènes qui sont sur ces chromosomes, et donc c'est très difficile d'essayer d'en faire une étude exhaustive. Alors, essayons de comprendre maintenant ce qui se passe entre le raton et l'homme au cours de son développement. Alors, naturellement, si on compare au niveau temporel, le développement chez le raton, et c'est pour ça que c'est un animal de laboratoire aussi exceptionnel, c'est qu'à la fois c'est rapide, mais c'est pas trop rapide. C'est-à-dire que à la conception, le rat, il y a 3 semaines dans le ventre de la mère et ensuite 3 semaines postnatales. C'est-à-dire que après la conception, 1 mois et demi après, on a un adulte.
quand on sait qu'à chaque fois, on a une rate en général porte entre 12, 13, 15 petits ratons, vous voyez que la population se développe très rapidement. Chez l'enfant, on a 9 mois in utero, mais après, on considère à l'heure actuelle que le cerveau n'est adulte qu'aux alentours de 20 ans. Donc vous voyez le temps de développement. C'est la grande force de l'homme, c'est que le développement est lent. Parce qu'il va pouvoir justement énormément, au cours de sa vie, de son vie d'enfance et d'adolescence, disons qu'il va y avoir le contact avec le monde social, et c'est ça qui va faire de l'homme un homme. Alors, à la naissance, qu'est-ce qu'il est, le petit? Ben, vous voyez, il tète sa mère, et si on regarde le cerveau, oh, certes, et nous allons en parler, les cellules sont là. Mais peut-être que la moelle épinière et déjà les structures qui se trouvent ici dans la région du bulbe rachidien et ce qu'on appelle le mésencéphale, les structures-là sont développées, c'est vrai, parce qu'elles sont nécessaires, c'est les structures vitales qui permettent la respiration, qui permettent la circulation sanguine et qui permettent les activités indispensables. Mais tout ce qui est dans le cerveau là, c'est pas encore développé ou à peine, ça se développera plus tard. Bon, à 2 mois, voilà un petit qui déjà est capable de lever sa tête, on va le voir d'ailleurs dans un instant. Là, alors à ce moment-là, les structures qu'on appelle le thalamus et les corps striés qui se trouvent dans la région tout à fait centrale, elles se développent, puis après les régions visuelles ici, et les régions frontales qui se développent. Mais on pourrait dire qu'à la naissance, l'enfant, il est dans l'animalité, tout à fait. Et le cerveau se développe très lentement, mais il va se développer grâce à l'entourage. Et c'est là où c'est tout à fait capital. Alors, essayons de regarder comment se développent les structures. Tout d'abord, alors une des premières choses, vous savez que je crois que le grand intérêt au XXe siècle, maintenant qu'il est fini, ça a été de découvrir l'enfant. De découvrir en effet que l'enfant n'était pas un être qui n'existait pas. Il existe et même, on sait maintenant très bien que dans le ventre de sa mère, il a des sensations, le toucher commence à se développer avant 3 mois, la proprioception, c'est-à-dire le sens des muscles, la gustation, l'olfaction, la vision, le système auditif, se développent déjà dans le ventre de la mère. Et l'enfant entend, un certain nombre de sensations. Alors, attention, il a des sensations très primitives, il l'entend très mal, et même à la naissance, il va voir encore très très mal, parce que les cellules sont là, les fibres sont là, mais elles ne sont pas encore développées comme elles le seront plus tard. Eh bien, on retrouve la même chose chez le raton. Chez le raton, avant la naissance, c'est l'olfaction. L'olfaction, c'est très important chez le rat. Ça se développe avant la naissance, P0, vous voyez, nous sommes à la fin de la 3e semaine, et là, avec les 3 semaines qui sont ici chez l'adulte, avant qu'il devienne adulte. Et donc, vous avez l'olfaction, aussi le cutané, le sens des muscles. Et chez le raton, c'est encore plus tard que se développe la vision et l'audition, qui n'apparaissent que à peu près au 10e jour. Donc voilà, ça c'est le panorama sensoriel. Le panorama moteur maintenant. Alors il faut savoir que, à côté des structures, le cerveau, le cervelet, qui sont les structures supérieures, entre le cerveau et la moelle épinière, eh bien, se mettent en place des voies qui descendent des structures supérieures et qui vont justement relier ces 2 éléments. La moelle épinière, si vous voulez, c'est ce qui permet d'assurer les mouvements, de recevoir les sensations sensorielles, mais il faut bien qu'il y ait une liaison, et cette liaison, elle ne se met en place que pendant la vie embryonnaire. Là, vous avez en semaine le développement du système pyramidal, il est capital. C'est celui qui me permet de faire ça. Si je n'avais pas de système pyramidal, je ne pourrais pas faire ça avec la main. Ces mouvements fins, je les fais grâce à ce système pyramidal. Ce système pyramidal, il se met en place, vous voyez, peu à peu au cours des semaines, et le voilà à la naissance. Ici, il est bien en place. Il n'est pas tout à fait fonctionnel, et d'ailleurs, on le sait bien, parce que c'est le fameux réflexe de Babinski, où l'enfant, le système pyramidal n'étant pas en place, a ces mouvements d'extension du pied, alors que quand le système pyramidal est en place, au contraire, il les fléchit. Et on voit que les premiers comportements, ici c'est représenté en moi, et vous avez ici les différents comportements moteurs qui se mettent en place. Bon, au début, c'est quoi? La tête qui se balance. Alors le grasping, ça c'est vrai. Le fait de tenir un enfant peut prendre et saisir quelque chose, le grasping se développe très vite. Il tourne un peu sur lui-même, les mouvements, mais véritablement, comme nous l'avons dit, nous le verrons, la marche va se mettre en place qu'à partir du 12e ou du 13e mois. Et si on regarde chez le raton,
Eh bien, c'est la même chose. Chez le raton, on a exactement la même chose, où le raton au nid, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait fuir. Le raton, qu'est-ce qui est important au début de sa vie? C'est de trouver une tétine et de boire le lait. Alors, vous me direz, c'est un peu un problème de survie, parce que s'il y a 12 ratons, c'est parfait, il y a 12 tétines. Mais s'il y a 15 ratons, ben, il y en a 3 qui se bagarrent pour essayer de trouver une tétine. Autrement, c'est la mort. Donc, il faut se battre, et ils se battent. Mais c'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est fuir. Ils savent se retourner. Mais là aussi, on va avoir des comportements assez faibles dès la naissance, et il faudra attendre ici 12 à 15 jours pour véritablement voir la marche, l'exploration, la position assise. Ça ne va être, et pour le raton c'est quand même long, il va falloir attendre 15 jours à 3 semaines. Alors, dans ces activités, maintenant, on va aller dans des structures un peu plus... on va aller dans des structures un peu plus... Non, c'est ça. Dans des structures un peu plus fines, et on va regarder comment se développent les cellules nerveuses. Eh bien, toujours chez le rat, si on regarde l'hippocampe, et ça c'est un travail qui a été fait par Ben Hari de Marseille, et on regarde, ce que l'on voit, c'est que à peu près 80, il a fait une étude très jolie en injectant dans des cellules, en enregistrant l'activité de ces cellules, et en voyant que, en injectant les cellules pour après les colorer, que 80% des cellules ont leur corps cellulaire, des dendrites qui se développent, et elles sont silencieuses. Aucune activité. C'est à la naissance pour l'hippocampe. Ça n'est pas pareil pour la moelle épinière qui, elle, est active même plusieurs jours avant. Il montre que certaines, quand même, utilisent déjà une substance qui est très connue, qui s'appelle le GABA, et qui, normalement, est une substance inhibitrice. Et enfin, d'autres cellules qui sont plus développées encore, et qui utilisent le GABA et le glutamate, deux substances dont je parlerai dans un instant. Donc, on voit que là aussi, les cellules, elles se développent, mais elles vont mettre beaucoup de temps, et au départ, elles ne sont pas fonctionnelles, elles ne vont le devenir que peu à peu. Ensuite, si on regarde toujours des neurones, mais cette fois-ci ceux qui sont essentiels pour permettre les mouvements. Les neurones qui sont essentiels pour permettre les mouvements, ce sont ceux qui sont dans la moelle épinière et qu'on appelle des motoneurones. Ces motoneurones vont commander les fibres musculaires. Comme je ne parlerai pas beaucoup des fibres musculaires, au départ, elles sont indifférenciées, ce n'est que plus tard, au bout chez le raton de 3 semaines, chez l'enfant ça se fait la première année, les fibres musculaires, elles aussi, elles vont se différencier en fibres qui vont permettre des contractions rapides et d'autres des contractions lentes. Eh bien, si on regarde chez le raton, on voit que les motoneurones, quand ils se développent, au départ, à la naissance, vous voyez, ça forme un noyau, forme ces cellules qui sont plus ou moins sphériques et qui peu à peu, et ici on est à 3 semaines, vont véritablement donner ces cellules en forme d'étoile avec tout leur dendrite, et ici l'axone. Là, l'axone est développé puisqu'ils vont déjà dès la naissance aux muscles, mais leur développement est encore tout à fait immature. Si on regarde chez l'enfant, voilà en semaines, 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines, jusqu'à 19 semaines, on voit là aussi, c'est la surface des motoneurones qui est mesurée. On voit que ces neurones sont de petite taille au départ et on voit que peu à peu, ils se développent avec certains qui restent de petite taille, mais d'autres qui deviennent beaucoup plus gros et qui se différencient. Ça veut dire donc que proportionnellement, les motoneurones sont développés plus vite chez l'enfant que chez le raton. Mais on a quand même un développement qui est à peu près de même allure. Alors, si on résume tout cela, eh bien, et c'est pour cela que là encore, je vais essayer de justifier mon raton, c'est que si on regarde et qu'on prend une échelle, eh bien, chez le raton, on compte en jours, et chez l'enfant, on va compter en mois. C'est-à-dire qu'à la naissance, eh bien, on regarde le petit raton et le petit enfant, ils sont complètement fléchis, avec une position fœtale que l'on connaît bien, et ils sont en fait incapables ils ont des mouvements extrêmement faibles, mais on les voit ici, et c'est cette période donc de naissance. Ensuite, peu à peu, il va y avoir une sorte de gradient d'ailleurs qui se développe, la tête va devenir beaucoup plus active et les membres antérieurs vont se développer, pour ici à 6 jours voir un soulèvement des épaules et de toute la partie antérieure, et chez l'enfant, déjà à 6 mois, il est capable d'être assis. Ensuite, à 10 mois, il est capable de marcher à 4 pattes, alors que le raton, lui, est capable de se maintenir sur ses 4 pattes. Et le raton marche à 12 jours, comme l'enfant
marche à 12 mois, à peu près, en gros. Donc on voit que le développement est tout à fait comparable si on prend un raton et si on prend l'homme. Donc je veux dire, toutes les études qu'on peut faire sur le raton devraient nous donner, ou au moins on peut dire, c'est intéressant de les comparer parce qu'elles doivent nous donner au moins un certain nombre de paramètres intéressants à étudier. Ceci étant, je ne veux pas oublier la différence quand même entre la société de la rate et la société, disons, de l'homme, de la femme. Quand on voit le rat dans sa litière, voyez les petits ratons qui sont en train de téter le lait, on les voit là. Voilà par exemple un petit raton avec les yeux fermés que la mère, si elle est affolée et elle veut changer sa litière de place, elle emmène ses ratons. Si on regarde donc, si le raton est aveugle et sourd, comme je vous l'ai dit, à la naissance, si on regarde chez le bébé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je vous ai mis, je confronte ces deux figures, ça c'est un dessin de un tableau de Mantegna, où vous voyez ici l'enfant Jésus avec la Vierge, regardez comme il est fagoté, ficelé. Eh bien, si l'enfant est dans cette situation-là, je pense que le développement de ses activités motrices va être quand même retardé. Donc, ce que je veux dire, alors que regardez ce petit enfant ici d'une photo prise au Maroc, regardez comme l'enfant il est ballotté par sa mère, tant mieux, parce que ça va au moins le développer, et je vous assure qu'il va pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Ce que je veux dire, c'est que chez l'enfant, il y a tout le problème sociétal, il y a tout le problème de la société, c'est-à-dire qu'il va donc apprendre, et vous savez qu'on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là, où on développe au moins chez l'enfant ses activités, qu'elles soient sensorielles ou qu'elles soient motrices, et on a eu bien raison. Même, on peut aller encore plus loin, c'est que chez l'enfant, ça, la main que nous avons tous, qui est quelque chose, je crois, la plus merveilleuse qui soit, cette activité-là, voilà l'enfant, disons, dans le ventre de sa mère, qui est capable de mettre son pouce dans la bouche, mais surtout, disons, un petit enfant qui, dès sa première année, est capable d'aller toucher le nez de son nounours pour indiquer quelque chose. Naturellement, ça, nous ne le verrons jamais sur le raton. Donc, je n'oublie pas qu'il y a une dissociation énorme entre le raton et l'homme, mais je me permets quand même, pour toute une série d'activités élémentaires, de considérer que le raton est un bon modèle pour le développement humain. Alors, nous allons justement regarder maintenant, comment se mettent en place, disons, dans le système nerveux, les structures qui vont nous permettre d'expliquer le début des premiers mouvements. Alors, ce qui est très curieux, c'est que, justement, chez tous les mammifères, on remarque dès l'embryon, mais à la naissance aussi, qu'il y a des mouvements synchrones, compliqués, qui ne sont pas fonctionnels, mouvements comme ça, sorte de clonie. On voit, regardez un bébé, c'est extraordinaire, il a des mimiques partout, surtout quand il dort d'ailleurs, il en a encore plus. Mais donc, il y a toute une série d'activités, et on voit ça dès l'embryon. L'embryon a ça, disons, mais ça se développe, et on peut les caractériser. Alors, d'où cela vient? Eh bien maintenant, et je dirais grâce aux études qu'on a faites sur le rat, et même chez d'autres animaux, chez d'autres embryons, on sait d'où ça vient, et on peut l'expliquer, et on sait à quoi ça sert. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir tout d'abord que dans le système nerveux, et je suis obligé de faire un petit retour en arrière, dans le système nerveux, notre système nerveux nous permet d'avoir des mouvements coordonnés et une activité coordonnée. Et pourquoi? Parce que les substances produites qui permettent les contacts entre les neurones, vous en avez une série qui sont des substances activatrices, essentiellement pour nous résumer le glutamate, et qui permet donc d'exciter et de permettre les contacts et l'activité des neurones. Mais à côté, vous avez des substances inhibitrices qui, elles, au contraire, vont calmer l'activité des neurones, et c'est cet équilibre qui fait que notre système nerveux est en bon état. Vous savez tous que si, par exemple, on a quelquefois, disons, des problèmes avec nos systèmes inhibiteurs, eh bien, vous avez une excitation trop grande, et c'est le cas des crises d'épilepsie, où à ce moment-là, tout s'embrase, parce que, justement, les systèmes inhibiteurs ne sont pas là pour calmer la machinerie nerveuse. Donc, voilà donc ces deux types d'activités qui existent et qui sont classiques. Eh bien, ce qui est très curieux, c'est que dans le système nerveux, quand ils se mettent en place,
vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que d'abord ce qui arrive, ce sont les synapses inhibitrices du GABA. Les synapses du GABA qui elles sont là, les premières, et après, vous avez les synapses excitatrices du glutamate. Mais, et c'est là qu'est la particularité, c'est que ce GABA, au début, au moment où il apparaît, eh bien, il n'est pas inhibiteur, il est excitateur. Oh, alors là, c'est compliqué. Ben oui. C'est-à-dire que ce premier GABA qui est là, il est excitateur. Alors, je suis obligé, je m'excuse, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de... Voilà. Alors, ces fameuses activités qu'on trouve un peu partout, ces activités, nous les enregistrons, par exemple, dans la moelle épinière. Si on prend les nerfs moteurs ou les nerfs sensoriels, on a ces bouffées d'activité, comme je vous ai dit, ces sortes de clonies que l'on enregistre, et on les trouve aussi au niveau du cerveau. Ils ont été enregistrés par l'équipe de Ben Hari. Chez nous, nous les avons vus sur la moelle. Voilà ces activités. On peut d'ailleurs, le système nerveux étant très actif à ce moment-là, on peut faire une stimulation d'un membre antérieur et les déclencher. On peut, si on coupe la moelle épinière et on ne garde que le cerveau, voir qu'elles sont aussi spontanées. Donc il y a bien des activités qui existent et dont on ne sait pas très bien le rôle. Mais je vais vous l'expliquer dans un instant. Alors, comment ce GABA est-il excitateur? Eh bien, c'est très simple. Alors, je sais que c'est un peu... Je vais essayer de l'expliquer simplement. Il faut savoir qu'à la naissance, justement, pendant cette période embryonnaire, le chlore qui est dans la cellule est en excès par rapport à l'adulte. Et ces canaux qui vont permettre, quand le GABA stimule le neurone, ce GABA, donc comme il y a beaucoup de chlore dans la cellule et que eh bien, le chlore sort à l'extérieur et provoque une dépolarisation. Chez l'adulte, au contraire, lorsqu'il y a beaucoup moins de chlore dans le neurone, eh bien, à ce moment-là, le chlore rentre dans la cellule et provoque bien une inhibition. Mais pendant une période courte, de quelques jours, de quelques semaines chez l'enfant, eh bien, on a cette période d'immaturité où le GABA est excitateur et va permettre donc d'activer les neurones. Donc, ça veut dire qu'au début du développement, du fonctionnement du système nerveux, il n'y a aucune inhibition. Et c'est pour ça qu'on a ces clonies, parce que les neurones sont tous actifs, et ils se mettent en jeu, et ils donnent ces activités. Ces activités, elles ne provoquent pas d'embrassement, parce qu'à ce moment-là, comme le système n'est pas du tout formé, mais cela joue un rôle capital, parce que c'est à ce moment-là où, je dirais, le système se rôde, où les circuits commencent à être activés. Et ce n'est pas du tout fonctionnel, mais ça permet au développement de se mettre en place. Et c'est si vrai, ceci, que les neurologues, maintenant, à l'heure actuelle, quand ils étudient ces activités chez le petit, chez le bébé, s'ils voient ces activités toniques, ils savent que le cerveau fonctionne bien. Mais au contraire, dans certains cas où il y a des désordres au niveau cérébral, eh bien, les bébés n'ont pas ces activités spontanées. Alors, nous les avons... ces activités, on les a retrouvées aussi chez le macaque, ça a été toujours une étude faite par Ben Hari, et qui nous montre ici, c'est ce que je vais représenter, comment ça se fait dans le temps quand on regarde le développement du système nerveux. La première chose, vous avez les jours ici, et chez le macaque, la naissance se fait au 160e jour. Eh bien, comment ça commence dans le système nerveux? D'abord, ça commence par une neurogénèse, c'est-à-dire les cellules nerveuses qui se développent, qui s'identifient, les structures qui se mettent en place. Et puis ensuite, nous avons vu apparition du GABA, puis après du glutamate. Et là, quand il y a le GABA, on voit que ces fameuses ondes, et c'est ce qui est représenté ici, ces ondes, ces activités dépolarisantes qui apparaissent et qui sont actives pendant toute cette période. Pendant ce temps-là, les neurones se développent. Vous savez que le neurone a un long prolongement qu'on appelle l'axone, des prolongements plus courts qu'on appelle des dendrites, et même sur ces dendrites se mettent des épines qui vont se développer. C'est-à-dire qu'on voit ainsi que tout ce système est mis en route et que cette première activité, donc des grandes ondes dépolarisantes, c'est le rodage du système. Ici, c'est une expérience où on montre qu'un neurone enregistré sur une tranche d'hippocampe, si on stimule, disons, un neurone qui a avec du GABA, on va faire parler ce neurone et ce neurone va agir sur d'autres canaux et en particulier va permettre l'entrée de calcium dans les cellules nerveuses et le calcium, c'est l'élément indispensable pour faire marcher le neurone, pour le métabolisme du neurone. Donc, justement, cette première activité, eh ben, c'est ce qui va faire que nos cellules nerveuses, elles vont devenir
actives, elles vont permettre de roder tous ces circuits qui sont après si importants pour mettre en jeu toutes nos activités et tous nos comportements. Alors, on peut le montrer cela. On peut montrer l'importance de ces activités. Et c'est ce que a été réalisé par des... c'est ce qui a été réalisé à partir d'un comportement. Vous savez tous que si j'approche la main d'une flamme, j'enlève, ou d'une source chaude, j'enlève la main, c'est ce qu'on appelle un réflexe de flexion, d'évitement nociceptif. Et, eh bien, chez le rat, on peut étudier ce réflexe. Là aussi, un petit rat, s'il met la main sur le poil, il va enlever la main. Mais, si on regarde sur un petit raton à la naissance, eh bien, pas du tout. Le petit raton, et si on fait le test, on va savoir, voyez, vous avez les erreurs ici, 100%, on va voir que pendant les 2 premières semaines, le petit raton, ben, il laisse la main. Le réflexe n'est pas en place. Ce n'est pas vrai. Ah, ça pose une question quand même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et justement, ces auteurs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il semblait que ce qui était important, c'était, dans le fond, la stimulation sensorielle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait des expériences où ils ont montré que si ils anesthésiaient la peau, et en particulier la peau de la patte, eh bien, le comportement ne se mettait pas en place. Il fallait donc que pour que ce comportement ait lieu, que la peau et les récepteurs qui se trouvent dans la peau, récepteurs nociceptifs ou récepteurs tactiles, il fallait qu'ils soient mis en jeu. Et alors, ce qu'ils ont montré, c'est ceci. Ils ont étudié le circuit qu'ils ont développé, et ils sont partis de l'idée, mais attendons, ce qui se passe très bien, c'est que nous avons nos neurones qui sont actifs du fait de ces clonies, de ces activités spontanées. Donc, l'idée, c'est que peut-être les réseaux de neurones de la moelle qui sont excités vont stimuler les motoneurones vont agir sur la peau, agissant sur la peau, ils vont mettre en jeu les récepteurs nociceptifs et ils vont faire marcher ce circuit. Et en faisant marcher ce circuit, eh bien, au bout de 15 jours, on aura notre comportement nociceptif. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher, je vais vous montrer, voilà mes petits ratons qui sont dans leur litière. Alors, espérons que ça marche. Voilà, regardez. Regardez les clonies de nos petits ratons qui sont là. Alors, on va les voir. Oui, regardez, ici, regardez. Vous voyez, tout ça, eh bien, tout ça, c'est du rodage. C'est le système qui se rôde. Et, voyez, le système se rôde, actif, et ainsi, ça dure. Et surtout, quand vous voyez un petit enfant qui a ces mouvements, surtout, ne le dérangez pas, il apprend ses circuits. C'est très important. Alors, maintenant que nous savons que le système nerveux s'organise de cette façon-là, nous allons essayer d'expliquer comment se met en place la marche. Eh bien, la marche, elle se met en place, elle, grâce à, et nous l'avons étudié, à partir de préparations où nous avons complètement isolé le système nerveux et nous avons travaillé ici à la première semaine après la naissance. La locomotion, qu'est-ce que c'est? La locomotion, c'est une activité qui est due à des centres nerveux qui sont dans la moelle épinière, centres nerveux qui vont commander les muscles qui sont dans les pattes. Il y a des informations sensorielles qui vont venir et qui vont agir sur ces réseaux de neurones. Et ainsi marche la locomotion. C'est déclenché par un centre qui se trouve dans le mesencéphale, lui-même étant stimulé par des influx extérieurs. En effet, quand on marche, c'est pour aller vers un but ou au contraire, c'est pour s'éloigner d'une activité dangereuse. Eh bien, nous avons pu montrer que là, sur une préparation complètement isolée de système nerveux, il y a bien des générateurs de la locomotion au niveau lombaire. On trouve l'activité ici en enregistrant les différentes racines ventrales. Et on voit que les fléchisseurs et les extenseurs sont en opposition. Et là, on voit qu'il y a aussi opposition entre le côté droit et le côté gauche. Et on trouve un autre générateur ici au niveau de la région cervicale. On en a même un pour les mouvements de la queue. Mais si on regarde l'évolution de ce comportement, ça a été étudié par un groupe japonais, il a montré que avant la naissance, c'est-à-dire à peu près au 14e jour, donc à la fin de la 2e semaine, on a une activité ici dans les racines dorsales qui est extrêmement lente, mais qu'au départ, tout est en phase. Eh bien, c'est toujours notre histoire parce qu'il n'y a pas le GABA, il est
à ce moment-là, il est excitateur. Et c'est seulement 3 jours avant la naissance, vous voyez, embryon 18,5 puis 25, c'est-à-dire c'est 12 heures avant la naissance, que le système s'organise et que les oppositions de phase se mettent en place. C'est-à-dire qu'on peut dire que le rythme apparaît 1 semaine avant la naissance, mais le programme lui-même, il apparaît à la naissance. Donc il est prêt dans la moelle épinière. Les réglages sensoriels aussi, parce qu'on peut montrer en faisant des études et en colorant les fibres sensorielles qui viennent de la périphérie. Voilà les noyaux moteurs qui se trouvent ici. Donc là encore, avant la naissance, 2-3 jours avant la naissance, on peut colorer les fibres sensorielles qui viennent des muscles et qui remontent ici pour faire connexion avec les motoneurones qui se trouvent dans la moelle épinière. Donc là encore, le circuit est en place à la naissance. Mais alors vous allez me dire, oui, d'accord, le rythme est là, mais le petit raton, il ne marche pas. Et oui, il ne marche pas. Il a son réseau, et son réseau est actif dans la moelle, mais il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Eh bien, parce qu'il n'a pas la posture, parce qu'il ne sait pas se tenir sur ses jambes. Donc, comme il ne sait pas se tenir sur ses jambes, il ne peut pas marcher. Mais, grâce au code génétique, je dirais, il a fait son réseau, et son réseau est actif. Alors, pour le prouver, qu'est-ce que nous avons fait? Ben, nous avons essayé de supprimer cette posture. Si on place un petit raton ici sur une planchette, on le maintient, et puis alors, il faut le motiver. Qu'est-ce qu'on fait pour le motiver? Bien ici, dans ce tube, on va prendre, disons, de l'odeur de sa mère, de la paille là, qui est ici, des copeaux, et on va les mettre là-dedans. Et alors je vous assure que là, il trotte le raton, parce qu'il veut rejoindre sa mère. Donc le comportement est là, mais il ne s'exprime pas. Il ne s'exprime pas parce que, je répète, il n'a pas la posture. Alors comment fait-il pour avoir cette posture? Ça, il lui faut beaucoup plus de temps. Il lui faut en effet beaucoup plus de temps. Voilà le générateur que j'ai représenté en bleu, là, qui se met en place, vous voyez, comme j'ai dit, à peu près à la naissance. Le générateur est prêt, mais la posture, elle va venir après. Et si on regarde un réflexe postural, on voit qu'à 2 jours, ce réflexe est un relèvement de la tête qui doit déclencher une activité dans les muscles extenseurs. Ce réflexe est faible à 2 jours, il est déjà puissant à 6 jours. Donc, il se met en place pendant la première semaine. Mais il n'y a pas que les réflexes qui sont importants. C'est aussi la maturation des neurones. Et voilà un motoneurone qui commande un muscle. Le motoneurone, si on regarde son activité en injectant du courant dans le neurone, eh bien, il ne parle pas ou donne juste un potentiel d'action avant la naissance. À la naissance, il commence déjà à être un peu actif et regardez 10 jours après. Donc, il faut que le système mature beaucoup plus pour que la locomotion soit possible. Et ça, c'est donc très important. Alors, l'enfant. Ben, si je transpose, et si ce que je dis n'est pas complètement idiot, quand on regarde un petit enfant à la naissance, qu'est-ce qu'on fait? Si on le met sur une table, on sait très bien qu'il commence à marcher, qu'il n'a pas la posture, lui non plus. Mais dit que si mon hypothèse est vraie, on peut penser que dans sa moelle épinière, le réseau locomoteur est prêt, mais ne va pas s'exprimer. Il va falloir qu'il mette en place toute sa coordination posturale, et ce ne sera qu'à 1 an, comme le petit raton à 12 jours, que le système va devenir fonctionnel. Alors, ceci, on a pu le montrer, on a pu l'étudier. C'est-à-dire que si on regarde, vous savez que les petits-enfants, mettons à 3 mois, vous avez tous vu étendus, mettons sur un tapis, ils ont des mouvements des bras, ils ont des mouvements des jambes. Eh bien, ces mouvements des bras et ces mouvements des jambes, c'est l'expression du programme locomoteur. Mais ils ne l'expriment pas mieux parce qu'ils ne sont pas debout. Et il y a eu des études justement faites il y a plus de 20 ans par Esther Telen qui montraient que justement ces mouvements, vous les voyez exprimés ici, mouvements des jambes, en enregistrant les muscles, l'activité musculaire, si maintenant on arrivait à le faire marcher, on voit qu'on a des activités des membres, eh bien on retrouve exactement la même chose. Donc on peut bien penser que ces mouvements que l'on enregistre chez l'enfant à 3 mois, c'est véritablement bien l'expression de cette activité motrice. Alors, à la naissance, eh bien à la naissance, l'enfant est capable de marcher, mais cette marche est encore très cahotante, est encore très délicate. Et les articulations, vous voyez, à 2 semaines, on a mesuré les angles, ils sont faibles. Et surtout, ce qui est frappant, c'est quand on regarde l'activité des muscles. Parce qu'on s'aperçoit que entre muscles, ici c'est un muscle fléchisseur et ça c'est un muscle extenseur, on n'a pas du tout un joli antagonisme parce que la commande est encore très approximative. Il faudra attendre
plusieurs mois pour qu'elles deviennent tout à fait fonctionnelles. Et si on regarde un stick diagramme qui est peut-être beaucoup plus représentatif, voilà un enfant et voilà un adulte qui marche. Les articulations ici de la hanche, ici ça c'est le genou et ça c'est le pied, c'est-à-dire c'est la cheville. On voit que les articulations sont beaucoup plus fléchies que chez l'adulte. On voit ici que le mouvement est beaucoup plus approximatif et surtout, le contact au sol se fait par l'ensemble de la plante du pied et non pas par le talon chez l'adulte où justement il y a prise d'appui au talon et après soulèvement de la plante de pied pour pousser et exercer la force nécessaire. Maintenant, je terminerai par l'étude, disons, de substances pharmacologiques. Nous avons dit que, ici, donc dans la moelle épinière, nous avons nos groupes de neurones, et nous savons que ces groupes de neurones, non seulement agissent par eux-mêmes, mais qu'ils ont des voies descendantes qui vont les contrôler. Et ces voies descendantes qui les vont contrôler, je n'en parlerai que d'une, de la sérotonine. La sérotonine, en effet, elle semble capitale parce qu'elle agit déjà comme neurotransmetteur, c'est-à-dire qu'elle intervient dans les contacts entre les cellules, mais elle intervient aussi dans les comportements et dans la maturation des activités. Alors, la sérotonine, elle se trouve dans la moelle épinière et au cours de son développement, il y a 4 noyaux qui se trouvent ici dans le mésencéphale qui vont agir sur la partie antérieure du cerveau et 5 noyaux qui, eux, vont se trouver dans la partie ici plus postérieure et qui vont agir sur la moelle épinière. Et c'est ici donc des facteurs de croissance et des neuroblastes qui, peu à peu, vont donner naissance, voilà toute la chaîne, je n'insiste pas, qui vont donner naissance à des cellules sérotoninergiques. Alors, nous avons regardé nous-mêmes comment était dans la moelle de raton, est-ce qu'il y a des fibres à sérotonine? Il y en a plein. Voilà un neurone coloré, c'est un neurone qu'on a identifié d'un muscle fléchisseur. Il a été injecté par une substance phosphorescente, vous voyez ici. Et tout autour, tous ces petits points brillants, eh bien, ce sont des fibres à sérotonine. Et donc, le neurone vit complètement dans un bain à sérotonine. Alors, ce que nous avons essayé, c'est de supprimer cette sérotonine pour voir qu'est-ce qui se passe dans le développement. Nous l'avons fait de 2 manières différentes. La première, c'est que nous avons utilisé une substance, le PCPA, qui, lorsqu'on l'injecte tous les jours chez le raton, en quelques jours, fait disparaître toutes les fibres à sérotonine. Donc, un raton à PCPA n'a plus de sérotonine. Et l'autre, qui est encore plus drastique, nous avons fait une section dans la moelle épinière pour supprimer toutes les voies descendantes et voir ce que devenait le raton. Alors, si on regarde donc la sérotonine avec une injection de chlorophénylalanine, injectée au raton donc tous les jours pendant 4 jours. Si on regarde le témoin, on va trouver toujours ces fibres à sérotonine. Là, je suis désolé, la photo n'est pas bonne, mais il n'y en a plus, il en reste à peine. Donc, les animaux à PCPA, nous l'avons vérifié, n'ont plus de sérotonine. Ce que nous avons regardé, c'est à ce moment-là, la locomotion, on le savait, si on a des animaux PCPA, à cet âge-là, on est à 4 jours, ils ne marchent pas, mais on peut étudier le comportement de nage, parce qu'ils savent nager. Eh bien, la nage est très perturbée. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est la posture. C'est-à-dire que chez un PCPA, voilà un contrôle. Le contrôle, il a cette posture classique des membres antérieurs et postérieurs de part et d'autre, avec cette disposition. Regardez les articulations, certaines sont très fléchies, d'autres sont très étendues. Le système est totalement perturbé. Mais nous avons été beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous avons voulu voir aussi si, par exemple, les neurones n'étaient pas perturbés. Est-ce qu'ils se développaient convenablement? Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que si on regarde des neurones des motoneurones, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces motoneurones, à cette époque-là, pendant ces premiers jours, ils sont en gros de 3 types. Essentiellement, certains ont une décharge répétitive comme les adultes, mais d'autres ont une décharge soit transitoire, soit extrêmement faible. Et si on compare ici, c'est des motoneurones de fléchisseurs et ça c'est des motoneurones d'extenseurs, si on regarde à la naissance, on voit que 80% des fléchisseurs sont des neurones de type adulte et seulement 20% sont encore embryonnaires. Chez les extenseurs, on n'a que 50% de motoneurones de type adulte et tout le reste est encore embryonnaire. Eh bien, si on fait des contrôles à 4 jours, 3 à 5 jours, on voit que tous les fléchisseurs sont devenus de type adulte, mais les extenseurs sont en train de devenir adultes. Par contre, si on a des animaux à PCPA, on voit que le développement est retardé.
il y a un retard dans le développement du motoneurone. Donc, il semble bien que la sérotonine, là encore, permette le développement et assure le développement de l'activité des motoneurones et de l'activité motrice. L'autre type d'expérience, c'est l'expérience d'un rat spinalisé, c'est-à-dire nous avons fait une section ici en T8, thoracique 8, et nous avons conservé nos animaux pendant de longues semaines où nous les avons gardés pour pouvoir voir dans quel état se trouvait la moelle épinière et les activités fonctionnelles de la moelle épinière au cours du développement. Et naturellement, dans ces cas-là, il n'y a donc plus de sérotonine, et nous avons étudié un comportement qui nous a paru très important. Ah ben non. Attendez, je reviens en arrière, excusez-moi. Non, il faut que j'enlève ça. Une seconde, voilà. Voilà. On a étudié un comportement qui est de pincer la queue chez ces petits ratons qui, donc, ont la partie antérieure sectionnée, et de voir qu'à ce moment-là, on déclenche une activité rythmique et avec des mouvements des pattes antérieures, des pattes postérieures, de mouvements de flexion et d'extension. On les a enregistrés, et si on enregistre cette activité, on voit surtout qu'elle est bien coordonnée. C'est ça qui nous importe, c'est-à-dire que quand le muscle d'une patte ici est actif, le muscle homologue dans l'autre patte est au silence, et ainsi de suite. Donc on a une parfaite coordination des pattes droite et gauche. Et si on regarde au niveau in vitro, on peut faire l'étude in vitro de l'activité rythmique, et on va trouver que même les spinaux sont mis en jeu à un niveau plus excitable que les contrôles. Eh bien, si on regarde, il faut que je complète, si on regarde l'activité de ce rythme que nous avons enregistré, si on le regarde 6 à 7 jours après la naissance, on s'aperçoit qu'ici, le rythme qui était parfaitement coordonné en opposition de phase, vous avez une représentation des phases ici, de 0, 90, 180, 270 et 360, il est parfaitement en opposition de phase, et si on fait un coefficient de cross-corrélation, il est bien en opposition de phase. Par contre, 6 à 8 jours après, il est devenu, d'abord, il y a des valeurs qui sont partout sur le graphe, et surtout, il est devenu, pour ainsi dire, en phase. C'est-à-dire que la coordination qui est nécessaire, qui est fonctionnel pour permettre la locomotion, a disparu. Donc, ça veut dire, pour nous résumer, que la sérotonine, elle va jouer un rôle en tant que neurotransmetteur, mais elle va jouer un rôle dans le développement, puisqu'elle permet la maturation des propriétés des motoneurones, elle permet la coordination entre le côté droit et le côté gauche, et elle permet la coordination entre les différentes activités musculaires que nous avons rencontrées. Tout ceci pour dire que ça veut dire que le taux, lorsque le taux de sérotonine est capital, et ça fait penser naturellement, vous pensez à une femme enceinte, si au cours de sa grossesse, elle prend trop de sérotonine, elle va le passer au petit, ou si elle n'en a pas assez, et ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes et graves pour le petit. C'est le cas, par exemple, du Prozac, c'est pour ça qu'on l'a supprimé, surtout aux femmes enceintes, parce qu'on sait que ce taux de sérotonine est très important. Mais c'est encore plus compliqué que cela, parce que en travaillant sur des souris transgéniques où on avait supprimé une substance qui permettait de supprimer la sérotonine lorsqu'elle était produite. Et c'est-à-dire que sur des souris transgéniques qui ont au contraire un taux de sérotonine très élevé, il a été étudié le comportement de nage. Le comportement de nage, c'est un mouvement d'abord des deux pattes antérieures, puis ensuite des quatre pattes. Et dans cette étude, ça c'est sur le normal, où vous avez à 0 jour, pour ainsi dire, il n'y a qu'une patte qui est active, puis ensuite 2 pattes, et enfin 4 pattes. Et on voit que chez l'animal normal, on s'aperçoit que les 4 pattes sont actives surtout à partir de 2-3 jours, et surtout à partir de 4 jours et de 6 jours. Et si on compare ce graphe ici avec celui-là, on voit qu'on a au moins un retard sur la souris qui a trop de sérotonine, on a un retard d'à peu près 2 jours. Donc que le taux soit trop bas ou trop élevé, eh bien c'est tout à fait préjudiciable pour le développement du raton. Donc je dirais qu'il faut faire attention à cette activité chez l'adulte, chez l'abeille. Alors, et je termine par là,
Que se passe-t-il après chez l'enfant? Oh là, je vais être très rapide. Eh bien, chez l'enfant, c'est sûr que vont s'en mettre en place, si vous voulez, nos activités motrices. J'allais le dire, elles sont intelligentes, je m'excuse de vous le dire, mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'elles sont réfléchies, elles sont coordonnées, et elles ne sont pas des activités simples, mais elles sont des activités complexes. C'est-à-dire, dans mon schéma, c'est ça qui change. Le schéma, c'est le même, sauf qu'ici, vous avez des mécanismes cognitifs qui vont intervenir et qui fait que les activités motrices que vous en avez une représentation interne. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'au cours du développement de l'enfant, quand il fait une action, eh bien, il l'enregistre par lui-même, il a la perception de cette action, et cette action, en même temps, révèle donc l'organisation, et ce système, en effet, permet une activité extrêmement complexe et va permettre des gestes extrêmement élaborés. Alors, je serai très rapide. Comment cela se fait? Eh bien, cela se fait qu'il semble que dans l'organisme, nous avons des programmes moteurs qui s'organisent un peu comme celui de la locomotion dont je vous ai parlé, mais d'autres beaucoup plus complexes. Et il y en a toute une série. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, certains se sélectionnent, et ceux qui sont sélectionnés, eh bien, vont rester et vont permettre le développement de l'adulte. Alors, comme je vois que je suis un peu en retard, je vais aller un peu plus vite. Je vais passer tout ceci pour terminer par quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour vous montrer, comme je vous ai dit, que... voilà. C'est pour vous montrer, et là je suis obligé de parler du pays où je vis à l'heure actuelle, c'est-à-dire ça vous rappellera Marseille, avec le bar de la Marine, c'est de vous montrer que ces activités, en fait, ces activités motrices, pour que nous les réalisions, il faut qu'elles soient anticipées. Il faut qu'il y ait en nous une représentation de cette activité et que nous sachions la réaliser. Alors, c'est pour ça que je parle du paradigme, et je vais terminer par là, le paradigme de la serveuse. Vous voyez cette charmante jeune fille qui est en train d'ici de servir la table, vous voyez sa position complètement, disons, non pas incohérente, mais enfin qui est extrêmement perturbée, mais le plateau, vous remarquez que le plateau est parfaitement horizontal. Eh bien, cette charmante personne est capable tout à fait de prendre ce qui est sur le plateau, qui est très lourd, de l'enlever, de le remettre, et même souvent, ce sont des bouteilles de pastis avec une grande bouteille d'eau, et elle fait tous ces gestes sans aucun problème. Mais surtout, ne les faites pas. Si quelqu'un passe à côté et lui enlève une bouteille, elle ne saura plus le retenir. Pourquoi? Parce qu'elle le retient, parce qu'elle anticipe son activité. Elle sait à l'avance que ça va devenir plus lourd ou moins lourd. Elle anticipe. Eh bien, ce paradigme de la serveuse, vous voyez qu'on réfléchit beaucoup à Marseille. On l'a mis en expérience. On l'a fait faire à des adultes, et on voit en effet que sur des adultes, on leur fait comme ça maintenir la main, on met une surcharge, et si c'est le sujet qui enlève la surcharge, il ne bouge absolument pas son avant-bras. Si par exemple on lui fait sans qu'il le voie, il a ce mouvement. Eh bien, on peut montrer que chez l'enfant, c'est pareil. Chez l'enfant, on l'a fait aussi, et chez l'enfant, voilà ce que cela donne. C'est-à-dire que voilà un enfant ici, et si il ne voit pas, il a le bras maintenu ici, on a donc cet angle, et voilà la force. Si on lui enlève sans qu'il le voie, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un très beau mouvement de flexion. Par contre, si c'est lui-même qui fait le geste, eh bien regardez, il y a bien un petit mouvement, mais ce petit mouvement est beaucoup plus faible que celui-là. C'est-à-dire qu'il commence déjà à anticiper, mais ça va prendre encore du temps. Ça va prendre encore plusieurs années, et il faudra attendre qu'il soit, disons, adolescent, pour que véritablement il sache donc parfaitement organiser ce mouvement. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces anticipations, ça s'apprend. On fait des milliers de fois des mouvements, et sans vous en rendre compte, vous avez appris tout cela, et vous le faites remarquablement. Donc voilà. Voilà, je termine et je vous dirai en terminant, donc il me semble qu'à la naissance, le bébé, eh bien c'est un peu un petit raton. Oh, c'est pas loin d'un petit raton. Et que dans le fond, cette étude du raton, ça permet donc de comprendre bien des mécanismes physiologiques du développement fœtal et postnatal. Le rat nous apporte des informations cruciales sur la pharmacologie de l'embryon. Toutes nos expériences sur la 5-HT, je pense qu'elles sont extrêmement importantes. Mais c'est vrai que l'évolution cognitive, s'il peut en partie être abordé chez le raton, parce que le raton fait des choses extrêmement complexes, ne pourra être exploré totalement que chez les petits hommes. Ça veut dire que dans le fond, si l'enfant naissant, c'est un raton, on peut espérer, et je l'espère pour vous, qu'après à l'adolescence, il pourra enfin devenir un homme. Merci beaucoup.